4 pétroliers britanniques capturés et en flammes, tous en moins de 2 heures. Et pourtant, un silence étouffant règne dans les médias occidentaux. Les images, dignes de figurer à la une du monde entier, sont presque absentes de nos écrans. Pourquoi cette opacité soudaine? Que cache-t-on vraiment au public? Le soir du 18 décembre, le golfe d'Oman devient le théâtre d'une opération sans précédent. L'Iran, épaulé ouvertement par la Russie, s'empare de 4 pétroliers britanniques sur l'une des routes maritimes les plus stratégiques de la planète. 3 navires explosent, frappés par des mines mystérieuses, et les flammes engloutissent les coques. Les communications sont coupées net. L'incertitude plane sur le sort des équipages, sur le nombre exact de marins impliqués, sur d'éventuelles pertes humaines. Impossible de croire à la coïncidence. Tout pointe vers une riposte planifiée, un message envoyé par l'Iran et la Russie après l'attaque récente de 2 pétroliers russes près de la Turquie, une attaque pour laquelle l'Occident est ouvertement mis en cause. Les dégâts sont considérables. Des cargaisons entières de pétrole disparues, des pertes économiques immédiates, la flotte britannique humiliée en pleine mer. Mais alors que les gouvernements occidentaux se murent dans le silence, la vérité s'étouffe. Ce qui s'est joué dans le golfe d'Oman risque pourtant de bouleverser l'équilibre mondial. La stabilité des marchés énergétiques, la sécurité des routes maritimes et la réputation des grandes puissances navales sont toutes remises en question. À chaque heure, le risque d'escalade militaire augmente, mais le public n'a droit qu'à des fragments d'informations, soigneusement filtrés. Pourquoi un tel blackout? Quel est le véritable impact sur l'économie occidentale, la sécurité énergétique et la crédibilité des puissances en mer? Fermer les yeux, c'est risquer de perdre la vérité et de devenir aveugle face à un nouvel ordre géopolitique qui se dessine sous nos yeux. Pour comprendre comment une nuit a pu tout faire basculer, il faut remonter la chaîne des événements qui ont mené à cette crise. Voici comment une simple nuit de décembre s'est transformée en bras de fer entre grandes puissances. Retour sur la séquence d'événements qui a mis le feu aux poudres. Pourquoi le golfe d'Oman est-il soudain devenu le théâtre d'une guerre de l'ombre dont les conséquences pourraient presque bouleverser l'ordre mondial? Pour saisir l'ampleur de ce qui se joue, il faut revenir sur la première étincelle. Des drones ukrainiens frappent des pétroliers russes, tout près des côtes turques. Ce n'est pas un incident isolé, mais le signe d'une stratégie planifiée, chaque attaque semblant répondre à un calendrier invisible. Derrière ces frappes, la Grande-Bretagne apparaît comme l'architecte discret. Selon plusieurs sources, Londres ne se contente pas d'observer. Elle finance, coordonne et orchestre ses opérations, tout en gardant ses empreintes hors des projecteurs. Les intérêts énergétiques russes deviennent alors la cible d'une campagne clandestine, menée sous couvert d'alliés et de partenaires intermédiaires. Ces opérations franchissent un seuil inédit. Elles bafouent ouvertement les conventions maritimes internationales, exposant civils et navires marchands à des dangers imprévus. Les règles qui protègent la navigation sont désormais ignorées et chaque attaque semble repousser un peu plus les limites de l'escalade. La Russie, loin de rester passive, a répliqué avec une détermination nouvelle. Une alliance informelle, Russie, Iran, Yémen, s'est vite constituée. Ce bloc, baptisé par certains l'Alliance des partenaires, s'engage à répondre coup pour coup, prêt à imposer ses propres règles sur les mers. Le choix du terrain n'est pas anodin. Le détroit d'Ormuz et le golfe d'Oman sont la colonne vertébrale du commerce énergétique mondial. Chaque jour, des millions de barils de pétrole transitent par ces eaux, irriguant l'économie planétaire. La moindre alerte ici menace d'interrompre les flux, d'enflammer les marchés et de propulser les prix vers des sommets inédits. Jamais l'équilibre n'a semblé aussi fragile. Chaque attaque, chaque riposte accroît le risque d'une rupture majeure. Un faux pas pourrait provoquer des pertes de milliards, plonger des économies dans la tourmente et remettre en cause la réputation des grandes puissances navales, autrefois garantes de la sécurité maritime. Mais c'est lors de l'opération du 18 décembre que tout a basculé. Entrons dans les coulisses de cette nuit où les règles du jeu ont changé. Que s'est-il vraiment passé ce soir-là dans le golfe d'Oman? Quels signaux la Russie et l'Iran ont-ils voulu envoyer à l'Occident? Une opération éclair bouleverse l'ordre maritime. Comment 4 navires britanniques ont-ils été neutralisés en moins de 125 minutes? Le 18 décembre, au crépuscule, le golfe d'Oman devient théâtre d'un choc sans précédent. Un premier signal d'alarme surgit. L'Asphalt Princess, pétrolier battant pavillon britannique, est stoppé net par une explosion soudaine. Quelques battements de cœur plus tard, le Golden Brilliant subit le même sort. 2 autres navires, leurs noms tenus secrets, sont frappés à leur tour. En moins de 2 heures, 4 géants de la flotte britannique sont mis hors jeu. 3 heurtent des mines marines, le 4e est pris d'assaut par des commandos iraniens.
L'intervention est d'une précision glaçante. Les équipages, maîtrisés sans heurts, deviennent otages. Aucune transmission radio ne filtre, aucune fuite possible. Le silence est imposé, total, comme une chape de plomb sur le détroit. Mais derrière cette audace, rien n'a été laissé au hasard. Les renseignements russes ont identifié les cibles, minuté l'action, synchronisé chaque étape. Téhéran et Moscou agissent en tandem, défiant les analystes occidentaux par la perfection de leur coordination. Leur message est limpide. Ils savent frapper où et quand ils le veulent, même au cœur d'une route énergétique vitale. Les conséquences sont immédiates et dévastatrices. Les cargaisons de pétrole, d'une valeur astronomique, disparaissent ou tombent entre des mains hostiles. Les équipages deviennent une monnaie d'échange inédite, piégée dans un bras de fer géopolitique. À Londres, la stupeur domine. La Royal Navy, symbole de la puissance britannique, se révèle impuissante, spectatrice d'un désastre inédit. L'OTAN, tout comme les alliés occidentaux, reste figée. Les états-majors s'enferment dans le silence, aucun responsable n'ose s'exprimer. Les médias peinent à rendre compte de l'ampleur du revers. L'événement, pourtant historique, est minimisé, comme si en parler risquait d'aggraver la crise. En l'espace de quelques dizaines de minutes, l'équilibre psychologique de la région est renversé. L'Occident encaisse une humiliation stratégique et médiatique. La réputation d'invincibilité navale britannique vole en éclats. Les marchés s'affolent, les assurances maritimes explosent. Les adversaires de Moscou et Téhéran comprennent que les règles ont changé. Toute provocation sera désormais sanctionnée par une riposte fulgurante, symétrique ou non. Pourtant, tout cela n'est qu'un avertissement. Jusqu'où iront Moscou et Téhéran? Quelle sera la prochaine étape de cette escalade méthodique? Dans les chancelleries occidentales, un vent de panique souffle. Mais la riposte, hésitante, semble déjà marquée par la peur d'une escalade incontrôlable. La riposte n'est qu'une première salve. Si une nouvelle attaque devait survenir dans les prochaines heures, nul ne pourrait prétendre être surpris. Les indices s'accumulent déjà. Depuis le petit matin, des avions de reconnaissance croisent sans relâche le long de la frontière iranienne. Les analystes murmurent qu'une frappe encore plus audacieuse, peut-être même plus déstabilisatrice, est en préparation. Sur les routes maritimes du Moyen-Orient, l'angoisse est devenue palpable. Après la saisie synchronisée de 4 pétroliers britanniques, chaque capitaine redoute d'être la prochaine cible. Les assureurs maritimes haussent le ton, les armateurs retiennent leur souffle. Personne n'ose croire que le pire est évité. Le contrôle des détroits, surtout celui d'Ormuz, devient une arme géopolitique redoutable. Chaque jour, presque un tiers du pétrole mondial y transite. Restreindre ce passage provoquerait aussitôt une envolée des prix de l'énergie, des ruptures d'approvisionnement et une panique généralisée sur les marchés. Face à cette pression, l'OTAN se retrouve acculée. Répliquer militairement, c'est accepter le risque d'une spirale hors de contrôle dans une région déjà explosive. Se résigner, c'est laisser son autorité s'éroder et exposer ses alliés à la merci de l'adversaire. La menace militaire pèse plus lourd que jamais. Les bases américaines dans le Golfe passent au niveau d'alerte maximale. Des destroyers patrouillent désormais en mer d'Arabie. Un seul tir sur ces infrastructures suffirait à embraser la région, avec des conséquences jusque sur les rivages européens. L'Occident se doit de réévaluer ses seuils d'engagement, y compris le seuil nucléaire russe. La peur d'une riposte incontrôlée paralyse les décisions dans les chancelleries occidentales. Redouter le point de non-retour freine toute réaction forte, offrant à la Russie et à l'Iran la cadence de la crise. À ce stade, le jeu dépasse la sécurité d'un convoi ou la réputation navale. C'est l'équilibre énergétique mondial, la stabilité financière occidentale et la politique internationale qui vacillent. Chaque geste, chaque hésitation fait grimper les enjeux. Des milliards en jeu, la menace d'une guerre ouverte en arrière-plan de toutes les négociations. Mais une question demeure. Qu'apprendront les États, les entreprises et les citoyens de cette nouvelle donne? L'onde de choc ne fait que commencer. Déjà, les premiers effets se répercutent sur les marchés et dans les capitales. Nouvelle ère sur les mers. Qui saura survivre au bouleversement? Cette nuit, la planète a été témoin d'un événement sans précédent. La Russie a cessé de temporiser. Désormais, elle frappe vite, de façon assumée. À chaque provocation, une riposte immédiate, sans équivoque. L'opération menée main dans la main avec l'Iran n'était pas qu'une démonstration de force. Elle consacre une alliance inédite entre puissances non occidentales. L'Iran, le Yémen, d'autres partenaires, tous affichent la même volonté, imposer leurs règles sur les routes maritimes cruciales. Désormais, le contrôle de ces voies devient une arme géopolitique. Plus rien n'est garanti pour le pétrole, le gaz, les marchandises qui transitent par le golfe d'Oman ou la mer Noire.
La prise éclair de 4 pétroliers britanniques en moins de 2 heures a stupéfié le monde. Les médias asiatiques saluent la précision de l'opération, digne d'un manuel stratégique. Comme lors des frappes à Odessa, la Russie combine renseignement, technologie et audace. Personne n'est à l'abri, pas même les géants navals. Le signal adressé aux États neutres est limpide. Se croire à l'abri de l'orage, c'est se tromper. La neutralité n'est plus un bouclier. La moindre ambiguïté, le plus petit soutien logistique, peut être vu comme un acte hostile et déclencher une attaque ciblée. L'Occident doit revoir ses certitudes. Les vieilles stratégies navales, la domination technologique, tout vacille. Jusqu'où tester ces lignes rouges? L'addition pourrait se compter en milliards de pertes, en rupture d'approvisionnement, en prestige perdu, en vies sacrifiées. Le pilier de la dissuasion chancelle face à une Russie imprévisible et un front d'alliance inédit. Ignorer la nouvelle donne, c'est risquer la ruine, l'isolement, la perte d'influence. Les règles du jeu ont changé, irréversiblement. Sous-estimer Moscou n'est plus permis. Une question se pose, pressante. Votre nation, votre entreprise, êtes-vous prête à encaisser la prochaine onde de choc? En Occident, la panique gronde, tandis que marché et gouvernement cherchent une parade. Mais déjà, des décisions cruciales s'imposent, et chaque choix pourrait coûter cher. 4 navires en flammes, et soudain, l'ordre mondial chancelle. Qui acceptera de se plier aux nouvelles règles? Ce qui s'est produit ce soir dans le golfe d'Oman dépasse le simple incident. C'est un signal, brutal et calculé. Un message adressé à ceux qui croyaient les lignes rouges inaltérables, la suprématie navale occidentale éternelle et la sécurité énergétique acquise pour toujours. En moins de 2 heures, la Russie et l'Iran ont uni leurs forces, capturant 4 pétroliers britanniques. 3 d'entre eux brûlent encore, et la planète comprend, l'époque de la passivité est morte. L'audace a changé de camp. Agir hors des sentiers battus, voilà la nouvelle norme. La démonstration russo-iranienne a balayé l'illusion de sécurité sur les routes maritimes. Les pertes se chiffrent en milliards, mais l'essentiel est ailleurs, c'est la crédibilité occidentale qui vacille, sa vulnérabilité exposée à la lumière crue des projecteurs. Chaque attaque, chaque riposte déplace l'équilibre du monde. Ignorer ce changement, c'est choisir d'être spectateur de la prochaine crise. C'est accepter que les décisions vitales se prennent ailleurs, sans influence ni contrôle. Aujourd'hui, les règles sont rédigées par ceux qui osent agir, non plus par ceux qui se contentent de réagir. L'impensable d'hier devient la norme d'aujourd'hui. La sécurité de vos approvisionnements, la stabilité de vos économies, la paix sur les mers, tout ne tient plus qu'à un fil. Le moindre faux pas, la plus petite provocation, pourrait déclencher une escalade incontrôlable. La passivité n'est plus une option sûre, elle devient péril mortel. La vraie question n'est plus « qui a commencé ?», mais « qui saura anticiper, qui osera refuser la fatalité ?» Rester immobile, c'est accepter d'être dépassé. C'est laisser les autres dessiner l'avenir. L'histoire se souviendra de ceux qui ont observé, mais elle retiendra surtout ceux qui ont compris, analysé, puis agi. Le monde a changé de règles, sans bruit, mais radicalement. Qui saura monter à bord avant qu'il ne soit trop tard? La suite, comprendre comment chaque navire a été pris, retracer la stratégie russo-iranienne et décoder comment ce coup de force va bouleverser les stratégies globales dans les prochaines semaines. Pour mieux comprendre la gravité de cette crise, il est essentiel de revenir sur certains épisodes historiques similaires et sur leur impact durable. Par exemple, l'attaque du pétrolier américain USS Cole dans le port d'Aden en l'an 2000 a bouleversé la doctrine de sécurité maritime des États-Unis d'Amérique. Cette action, pourtant menée par un groupe terroriste bien plus modeste que des États puissants, avait suffi à imposer une révision totale des protocoles de défense navale. Il avait fallu près de 2 ans pour que la flotte américaine retrouve une confiance opérationnelle sur les routes maritimes sensibles. Aujourd'hui, la coordination russo-iranienne frappe bien plus fort et vise délibérément la crédibilité systémique des puissances occidentales, un cran au-dessus de tout ce que l'on a connu. Autre exemple, lors de la guerre Iran-Irak dans les années 1980, le Tanker War avait vu des dizaines de navires marchands et pétroliers attaqués dans le golfe Persique. L'assurance maritime mondiale avait été bouleversée. Les primes avaient été multipliées par 10, poussant certains armateurs à suspendre temporairement leurs activités. À l'époque, les principales puissances avaient été contraintes d'escorter leurs propres navires, mobilisant des flottes entières pour protéger le flux d'énergie. Aujourd'hui, l'opération du 18 décembre rappelle douloureusement cette époque, mais à une échelle et une sophistication technologique inégalées. Concrètement, si la paralysie des routes maritimes devait durer,
Les conséquences seraient catastrophiques. Imaginez une raffinerie européenne dépendante de 6 pétroliers par semaine, contrainte de ralentir ou d'arrêter sa production. Les chaînes de distribution de carburant en France, en Allemagne ou en Italie pourraient connaître des pénuries en moins de 15 jours. Les prix à la pompe grimperaient en flèche, affectant le pouvoir d'achat des ménages et la compétitivité des entreprises, exactement comme lors du premier choc pétrolier en 1973. Mais au-delà de l'économie, c'est la psyché nationale qui prend un coup. En Grande-Bretagne, la Royal Navy est un symbole historique, presque mythique. Voir 4 de ces pétroliers capturés, brûlés et les équipages pris en otage, c'est pour la population un traumatisme comparable à la crise de Suez en 1956, où l'Empire britannique perdit brutalement son aura mondiale. Les médias, cette fois, semblent muselés, incapables de fournir un récit unificateur ou de rassurer le public. Au niveau diplomatique, les capitales occidentales sont placées face à un dilemme: réagir au risque d'escalader le conflit, ou temporiser, quitte à paraître faible. Dans les années 80, la France avait choisi la riposte lors de l'attentat du Drakkar à Beyrouth, en bombardant des positions ennemies. Mais aujourd'hui, la présence d'acteurs aussi puissants que la Russie et l'Iran, capables de mobiliser une puissance de feu considérable et de menacer directement les intérêts énergétiques européens, rend toute décision infiniment plus lourde de conséquences. Ajoutons à cela la dimension technologique: l'emploi de mines marines sophistiquées, de brouillage radio, de drones de reconnaissance et d'équipes de commandos formées à la guerre hybride. Ce cocktail de techniques classiques et modernes rend la défense beaucoup plus difficile. Un exemple frappant: lors de la guerre des Malouines en 1982, les Britanniques avaient vu leurs navires touchés par des missiles Exocet argentins, inaugurant une ère où la technologie pouvait inverser le cours d'une bataille navale en quelques minutes. Aujourd'hui, la menace est encore plus insaisissable, car elle combine furtivité, cyberguerre et attaques multidomaines. Pour les entreprises occidentales, la leçon est claire et brutale. Il ne suffit plus de compter sur les assurances, les escortes armées ou la diplomatie classique. Il faut désormais investir dans la résilience des chaînes logistiques, prévoir des plans de continuité d'activité, diversifier les routes d'approvisionnement et former le personnel à la gestion de crises extrêmes. Certaines multinationales du secteur pétrolier, apprenant la nouvelle, ont immédiatement déclenché leurs cellules de crise, contacté leurs partenaires asiatiques pour sécuriser des cargaisons alternatives et demander à leurs assureurs des extensions de couverture. Les compagnies d'assurance, elles, ont convoqué des réunions d'urgence pour redéfinir les critères de risque et recalculer les primes, tout comme cela avait été fait après les attaques du 11 septembre 2001 dans le secteur aérien. Sur le plan militaire, il est probable que l'OTAN doive revoir en profondeur sa doctrine de dissuasion navale. Plusieurs scénarios sont à l'étude: développer des flottes de drones gardiens, renforcer les patrouilles aéronavales, créer des corridors sécurisés avec appui satellitaire permanent, ou même mutualiser la défense antimissile entre alliés. Certains stratèges évoquent la nécessité d'un bouclier maritime, à l'image du bouclier antimissile déployé en Europe centrale face à la Russie. Mais ces mesures prennent du temps, des ressources, et nécessitent une coordination politique rarement atteinte en temps de paix. Pour les citoyens, l'enjeu est aussi démocratique. Un blackout médiatique, des décisions prises en urgence dans le secret des états-majors, une information filtrée, tout cela alimente la défiance et la peur. L'exemple des gilets jaunes en France, né d'une hausse soudaine du prix du carburant, démontre à quel point l'impact énergétique peut enflammer la société. Si la crise maritime actuelle venait à durer, on pourrait voir émerger des mouvements sociaux dans plusieurs pays européens, exigeant transparence, protection du pouvoir d'achat et révision des alliances stratégiques. Face à cette situation, quelles sont les étapes concrètes pour limiter les dégâts et anticiper les prochaines crises ? Premièrement, renforcer la coopération entre services de renseignement occidentaux et pays alliés du Golfe pour anticiper et déjouer les opérations russes et iraniennes. Deuxièmement, accélérer la diversification des sources d'approvisionnement en énergie en investissant dans le gaz naturel liquéfié, les énergies renouvelables et en multipliant les accords avec des partenaires fiables comme la Norvège, le Canada ou l'Australie. Troisièmement, revoir en urgence les protocoles de sécurité maritime, en équipant les navires de systèmes de brouillage, de caméras thermiques et de boucliers antimissiles portatifs. Quatrièmement, organiser des exercices conjoints entre marines européennes, américaines et asiatiques, pour tester la capacité de réaction en cas de crise majeure. Cinquièmement,
Instaurer un dialogue de crise avec la Russie et l'Iran, même minimal, pour établir des lignes rouges et éviter les erreurs de calcul qui pourraient la mener à un conflit ouvert. Enfin, communiquer de façon transparente avec les populations pour restaurer un minimum de confiance et éviter la panique économique. L'histoire montre que les grandes crises maritimes réécrivent durablement les règles du jeu international. Après la crise de Suez, le Royaume-Uni et la France avaient dû accepter la montée en puissance des États-Unis et de l'URSS comme arbitres mondiaux. Après la guerre du Kippour, les pays occidentaux avaient accéléré leurs recherches sur l'énergie nucléaire et solaire. Peut-être vivons-nous, sans le savoir, un de ces tournants majeurs. En conclusion, l'opération du Golfe d'Oman n'est pas qu'une démonstration de force. C'est un test grandeur nature pour l'Occident, un avertissement pour tous ceux qui pensaient que la sécurité des mers était acquise pour l'éternité. L'heure n'est plus à la passivité, mais à l'adaptation, à l'innovation et à la résilience. La question qui demeure, plus brûlante que jamais, qui saura transformer cette crise en opportunité, qui saura éviter l'engrenage de la guerre ouverte? L'avenir désormais ne s'écrira plus dans les salons feutrés des chancelleries, mais sur les flots incertains des routes énergétiques mondiales.